Arthur de Vatrigan, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, il arrive que j'oublie de le rappeler puisque les auditeurs vous connaissent bien, mais aujourd'hui on va faire une exception. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect. Et je le précise puisque c'est justement l'Incorrect qui a révélé ces vidéos montrant Monsieur Legrand et Monsieur Cohen en grande discussion de stratégie électorale avec des cadres du Parti socialiste. Alors, on ne va pas revenir sur les vidéos en elles-mêmes puisque je pense que chacun a pu les voir, ça a énormément circulé sur les réseaux sociaux. En revanche, Arthur de Vatrigan, j'aimerais vous interroger sur cette contre-attaque de la gauche à laquelle vous devez faire face depuis hier. On a notamment un article du Monde qui est sorti et qui explique en quoi ces vidéos seraient presque illégales. Enfin, vraiment, si on en lit certaines déclarations, certaines réactions, c'est presque ce qui se dessinerait derrière. Donc voilà, est-ce que vous pourriez peut-être clarifier la façon dont ces vidéos ont été récupérées et puis répondre à toutes ces attaques de la gauche? Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Merci de me recevoir dans un cadre un peu différent. Ça tangue un peu en effet dans le bunker Radio France. C'est assez amusant. Et je m'étonne même de leur fragilité en ce moment. Alors après, ils ont une puissance importante et financière, 4 milliards. Ils ont beaucoup d'alliés on les connaît, on sait qu'ils vont forcément riposter et on avait anticipé leur riposte. Évidemment, parce que je rappelle que avant la vidéo que nous récupérons, les vidéos, parce qu'en fait, il y en a pas mal, que nous récupérons le 7 juillet, on a quand même écrit un article en fait avant. Mm. Un travail de journaliste, on a recontextualisé, on a vérifié, voilà. Puis comme on nous a accusé de fake news immédiatement, on a dit ok, on vous envoie une vidéo pour preuve. Donc voilà, là forcément, ça n'a pas été apprécié. Donc on en envoie une deuxième, puis comme ça n'a pas été apprécié, on en envoie une troisième. Puis s'il continue, on en verra encore. Alors on nous accuse évidemment la première riposte. On s'attendait à 2 ripostes. Première, c'était c'est une IA. Voilà, une IA, c'est une vidéo trafiquée par l'IA, éventuellement un truc avec les Russes. Et la deuxième riposte, c'était atteinte qu'on viole la vie privée. Mm. Alors, évidemment qu'avant la publication et de l'article et ensuite des vidéos, on s'est posé la question de est-ce que le droit à l'information sur cette affaire-là prime sur le droit au respect de la vie privée. Comme on a pensé, et sans trop se tromper a priori, que c'était un véritable scandale, on s'est dit, au nom de l'intérêt général, on publie l'article et on publie la vidéo. Et lorsqu'on voit l'intensité des réactions, l'intensité des émotions et le scandale que ça crée, je pense qu'il n'y a plus trop de doute sur est-ce que c'était d'intérêt général ou pas. Donc voilà. Alors après, ça m'amuse toujours ces atteintes à la vie privée. Alors oui, c'est pas une méthode très belle, je suis d'accord. Mais disons que c'est une forme de journalisme qui a été inventée par la gauche. Et que c'est la gauche qui nous attaque en disant « Ah, c'est pas bien ». Je rappelle simplement que nous n'avons pas espionné. On a autre chose à faire qu'aller espionner le PS. Si on voulait espionner Radio France, on ne serait pas retrouvé, ou la personne ne serait pas retrouvée dans le 7e arrondissement. Radio France n'est pas à côté. Donc c'est un pur hasard, si vous voulez. Et c'est même pas nous qui étions. On n'a pas filmé, on n'a pas enregistré. C'est quelqu'un qui nous a envoyé des vidéos. C'est un Et donc abonné ces de vidéos, l'Incorrect. un abonné, un lecteur, et donc ces vidéos, on les a vérifiées, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, parce que là, l'autre argument, on dit oui, vous avez ça depuis le 7 juillet, et vous les publiez qu'en septembre. Alors nous, on est 4 salariés, on n'a pas les puissances de Radio France, on n'a pas les moyens financiers non plus, on a un magazine en septembre à sortir, on a un hors-série à sortir, on n'a pas pris de vacances depuis août dernier, on se dit bon, on va travailler gentiment, on va vérifier, on va faire le boulot de journalisme, et donc ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc on l'a sorti dès la rentrée, on aurait pu attendre un peu plus. Donc on l'a sorti dès la rentrée. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'était une bonne réponse parce que ça permet de clarifier les choses au moins et ça permet à nos auditeurs en tout cas d'entendre vos explications, même si j'imagine qu'ils n'y accordaient pas trop de crédit. C'est, vous le disiez, donc une stratégie, enfin une technique qui a été inventée par la gauche, cette surveillance, ce partage de vidéos, de photos en permanence. Par ailleurs, la gauche aujourd'hui, on voit dans la façon qu'elle a de réagir qu'elle tente de créer presque un contre-feu pour étouffer
cette affaire. Et donc là, je me permets de citer Pasqua, puisqu'en fait, c'est une très vieille stratégie. C'est Pasqua qui disait: quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer, Arthur? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, je me permets juste de vous corriger un peu. C'est pas toute la gauche, il y a une grande partie de la gauche qui les attaque. Parce que si vous regardez, alors nous on le savait également, parce que dans cette vidéo, les grands stratèges, ils sont quand même, c'est le 18 Brumaire pour les nuls, hein, si vous écoutez leur stratégie, ils attaquent tout le monde, sauf le PS. Bon, bah forcément, les autres, ils râlent. Donc Mélenchon attaque, le centre-gauche attaque, tout le monde attaque, forcément. On a réussi à faire l'union de presque tout le monde contre eux. C'est quand même assez fascinant. Et vous imaginez pas le nombre de messages que je reçois d'hommes politiques et de journalistes qui, en temps normal, appartiens plutôt au camp du mal, pour nous féliciter et nous remercier. J'ai l'impression que Patrick Cohen et Thomas Legrand sont des personnes qui sont finalement pas si appréciées que ça, et même au sein de la maison Radio France. J'ai des journalistes de Radio France qui m'envoient des messages en me disant: ah, ça tangue un peu, faut pas lâcher l'affaire. Bon, encore une fois, c'était pas nous, on n'a pas une mission politique, on n'est pas des barbouzes, on diffuse une information parce que elle me paraît d'utilité publique et d'intérêt général. Alors concernant le contre-feu, alors oui, bah ça c'est du classique, c'est un contre-feu mais un peu pour les nuls. Alors la première méthode, encore une fois, ça vient d'un régime totalitaire, hein. Quand un message vous embête, vous tuez le messager. Bon, bah là c'est les anathèmes classiques, mais le problème c'est que ça commence à être sérieusement ringard, de extrême droite, journal créé par Marion Maréchal, ça signifie bien qu'en fait c'est un journal piloté par une personne politique. Bah non, ça n'a pas été un journal créé par Marion Maréchal. Et j'ai beaucoup de respect pour Marion Maréchal, qui a beaucoup plus de culture et d'intelligence que Thomas Legrand, pour qui la vie a commencé en 68 et s'est arrêtée en 80. Donc il devrait apprendre, écouter un peu ce que font les hommes politiques ou les autres, en tout cas pas de son camp. Donc ça, c'est le truc classique du régime totalitaire, les anathèmes. Et puis en effet, l'autre contre-feu, c'est une vidéo pirate, c'est un complot. Alors ça, c'est marrant. Notamment quand, je sais plus leur nom, ceux qui ont des noms en anglais et dont le but est de repérer les complots. Alors à force de chasser les complotistes, ils ont chopé le virus du complot aussi, parce que j'en ai vu un qui nous a expliqué qu'on avait piqué ça chez Trump. Je sais pas s'il y a un fou de Trump dans l'affaire. En disant on fait une vidéo pirate, qu'on monétise et compagnie. Alors, comme nous, on a jugé que c'est d'intérêt général, vous l'aurez tous remarqué, l'article est gratuit, il n'est pas dans le papier, il est sur le site, et sur le site, il est en gratuit, et sur le site, on n'a pas de pub. Donc nous, niveau financier, c'est une opération zéro, hein, et rien du tout. Même ça va nous coûter de l'oseille, parce qu'on va avoir un procès. Bon, donc concernant, je reviens sur votre question initiale concernant le contre-feu, bah, si on reprend les grandes affaires de ces dernières années, positives et négatives, ça vient toujours d'images ou de son volet. Je prends l'exemple, ce qui pour moi me semble le plus proche de cette affaire-là, c'est le mur des cons. Le mur des cons, le syndicat de la magistrature a immédiatement accusé Clément Veil-Rénal, donc l'auteur, qui a divulgué qui a révélé ce que tout le monde savait, que le syndicat de la magistrature était des salauds et de gauche. Bon, on a eu l'image. Et tout de suite, ils ont dit ouais, mais c'est la vie privée, c'est un local perso. Si on prend l'affaire Cahuzac, c'est une conversation enregistrée. Si on prend l'affaire Bettencourt, c'est un micro caché. Et ce qui est assez amusant dans cette affaire-là, on prend l'affaire Bettencourt, alors mon avocat va faire la tronche, mais c'est pas grave, c'est que quand je serai sur le banc des accusés, j'ai demandé et à Patrick Cohen et à Thomas Legrand de venir me défendre. Parce que, un exemple sur l'affaire Bettencourt, Thomas Legrand fait une chronique sur France Inter où il dit, je cite, « Les bandes sonores récupérées par le site d'info en ligne Mediapart sont des objets journalistiques tout à fait conformes à l'exercice du métier. Ils ont obtenu cette bande, ils ne l'ont pas volée, ils ont vérifié la véracité, ils ont jugé leurs sources fiables et cet enregistrement apporte des tas d'informations, des informations très éclairantes sur la façon dont une partie du monde économique financier utilise le monde politique. » Merci Thomas, j'ai récupéré l'argument. Et puis avec Patrick Cohen aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est en 2018, et Quotidien, alors ce qui est quand même le spécialiste aussi des images et des sons volés, diffuse une réunion privée de Laurent Wauquiez, qui fait son Wauquiez, c'est-à-dire qui attaque un peu tout le monde et qui envoie des missiles, surtout à son camp. Et c'est une vidéo qui est pirate, parce que le journaliste Paul Laroutourou, qui est officier sur Quotidien à l'époque, en fait, demande à un étudiant qui participe à cette réunion privée de filmer et de lui donner les images. Et donc Patrick Cohen, en 2018, avec son petit sourire mielleux et très satisfait, sur le plateau de C'était à vous, explique que
Je cite: «Bien sûr que la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique qui me semble tout à fait légitime. Il s'agissait ici d'une saine curiosité». Mmh. Donc, bon, évidemment, c'est l'arroseur arrosé. Mais donc voilà, donc quand j'aurai Cohen et Legrand en face de moi pour m'accuser, je leur dis: traversez juste là 2 mètres et venez me défendre maintenant, quoi, parce que vous savez bien faire. On espère qu'on sera là pour pouvoir voir la scène, Arthur de Vatrigan. Vous parlez de cette réunion privée de Laurent Wauquiez qui a été donc enregistrée à son insu, de ce micro caché dans l'affaire Bettencourt. En l'occurrence, je pense qu'on peut même pas vous mettre sur le même plan puisque dans ces vidéos, on voit cette réunion qui a lieu dans un lieu public, enfin un café, Mmh. avec des gens autour, et on est face donc à 4 compères qui parlent quand même de façon suffisamment sonore pour qu'on les entende sur 2 tables. C'est-à-dire que ça dénote aussi quand même leur sentiment d'impunité totale et le fait qu'ils disent: «Bah voilà, on peut discuter de choses parfaitement scandaleuses en public sans même s'en inquiéter». Et donc c'est même pas comme si il avait fallu s'introduire dans leur vie privée, cacher des micros, même pas. On a juste saisi sur le vif une conversation qu'il ne s'appliquait pas à cacher. Exactement. Et puis, en effet, comme vous l'avez très justement rappelé, il parlait fort. C'est Mm. pas très discret. Donc, c'est surprenant d'entendre des gens. Et on a l'impression d'avoir, vous savez, un dîner post-match de rugby avec des gens qui parlent très fort et qui ricanent. Puis après, il dit: «Ouais, pourquoi vous avez dit qu'on ricanait et que vous parliez fort?» Bah, parce qu'en fait, vous parliez fort et que vous ricanez et tout le monde l'a entendu. Mm. Donc, évidemment, je veux dire, c'est dans un lieu public, mais après la loi, ça peut être considéré comme un lieu privé parce que voilà, c'était pas, ils n'ont pas annoncé, ils n'ont pas diffusé, ils n'ont pas fait tout ça. Mais toutes les personnes dans la brasserie l'ont entendu cette conversation. Ouais. Toutes. Voilà. Et si jamais elles en avaient parlé, sans preuve vidéo, il y a fort à parier qu'ils auraient démenti en Bah, expliquant que c'était un mensonge de l'extrême on a droite. fait le test, hein, on a écrit un article. Parce que moi, je suis plutôt un journaliste de l'écrit, donc les vidéos, voilà, je connais la puissance et la force aujourd'hui, mais si je m'en passe, tant mieux. On a écrit un article, immédiatement, c'est non, c'est pas vrai, fake news. Bon, bah très bien, moi, vous nous forcez, on sort les vidéos, hein, voilà. Mm. C'est simplement ça, hein. Sur, on en discutait, la crise de confiance Mm. des Français envers la classe politique et la classe médiatique. Effectivement, ça vient accentuer cette fracture, mais si vous en parliez de cette émotion, qui a pris une fois que vous avez partagé cette vidéo et qui est probablement effectivement une preuve de cet intérêt général qui se cache derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on permet aussi aux Français d'avoir des preuves concrètes de ce qu'ils sentent déjà depuis longtemps. C'est qu'ils sont face à des éditorialistes comme Monsieur Cohen ou Monsieur Legrand qui passent leur journée à leur faire des leçons sur ce qu'ils doivent penser ou ne pas penser, sur ce qu'ils ont le droit de dire ou non, sur qui même a le droit de prendre la parole ou pas, et surtout qu'ils le font au nom justement de cette bien-pensance et de cette neutralité, de cette justice parfaite dont ils seraient les détenteurs. Aujourd'hui, les Français, je pense, beaucoup, ont la sensation d'avoir entre les mains la preuve de ce qu'ils ressentaient avec un grand malaise depuis des années. En effet, ils sont pas tombés de leur chaise. Mm. Et on va pas, nous ici même, et eux, fin de découvrir, ah bon, Thomas Legrand est de gauche et Patrick Cohen aussi, je le savais pas. On a juste le son, l'image et puis leur plan de stratège un peu bidon. Donc c'est une révélation de plus, mais si vous regardez le communiqué de presse de Thomas Legrand, il dit quand même, je me rappelle plus des mots exacts, mais il dit: au nom de la liberté de la presse, je vous demande de ne pas voir ce que vous voyez, de ne pas diffuser ce que vous voyez. Donc même avec ça, de toute façon, ils vont mentir, ils vont démentir, ils vont dire que c'est pas vrai. Par exemple, donc on nous explique dans la défense, je crois que c'est Patrick Cohen qui le dit, c'est une réunion à l'initiative du PS et ça ils le disent pas. Bah oui, mais ça on savait pas, on n'a pas l'agenda du PS, étant donné qu'on n'a pas espionné. Donc oui, on savait pas. Et que le principe était de défendre. Il voulait qu'on discute avec nous parce qu'on attaquait trop Olivier Faure et il voulait qu'on discute de ça. Parce qu'Olivier Faure, il n'apparaît jamais dans la conversation, il n'existe même pas. Et à sa place, je serais vexé. Le principe est d'exécuter Olivier Faure pour mettre Glucksmann à la place. Donc déjà, ça marche pas, ça, comme excuse. Ensuite, il précise, oui, mais c'était pas un bistrot entre amis. Bah oui, ça, on avait compris que c'était pas entre amis. Justement, c'est pas du privé. Quoi, c'est dans un cadre privé peut-être, mais vous n'êtes pas avec votre copain à faire des blagues lourdes de gauche. Je sais pas si les gens de gauche font des blagues, mais en tout cas, voilà, c'est pas, non, c'est pas vrai. Donc toute leur défense ne tient pas. Mais ils vont continuer là-dessus. Regardez, moi j'étais surpris, c'est de la réactivité Radio France. On sort le papier à 17h30, les vidéos 1 heure plus tard, 4 heures après, Thomas Legrand est suspendu. Donc ça veut dire que la déclaration a été jugée suffisamment grave, même au sein de Radio France. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment très très grave. Le principe, c'est de faire un fusible. Donc on le suspend à titre provisoire, comme ça, Cohen, on n'en parle pas.
Ensuite, réaction, on dit oui, mais c'est pas tout France Inter qui est de gauche ou d'extrême gauche. Communiqué du syndicat des journalistes de France Inter en écriture inclusive, ils soutiennent massivement Thomas Legrand, alors que moi à leur place, quoi, ils parlent en mon nom, c'est quand même étonnant. Et puis ils demandent qu'on lève la suspension. Donc ça, pour l'instant, ça occupe. On parle de ça. Et puis Thomas Legrand, on ne sait pas ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va être suspendu définitivement ou pas. Donc pendant toutes ces affaires-là, en tout cas tous ces contre-feux-là, on ne parle pas de Patrick Cohen. Sinon qu'il s'est plaint en disant oh, je vais faire une plainte, je me plains à la justice, parce que bon, il a intérêt à le dire, à le faire un peu moins, mais il le dit comme ça, voilà. Et puis il refera sa chronique sur France Inter ce matin. Mais je suis pas sûr que le principe étant de faire le dos rond, parce qu'il y a une séquence politique qui va s'ouvrir ce soir à 18h avec François Bayrou. Et donc, ils misent dessus pour que ça s'éteigne. En revanche, là, ce qu'ils savent et ce qu'on sait tous, c'est qu'on leur a collé le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais s'en débarrasser. Patrick Cohen comme Thomas Legrand, ils se retrouvent à faire un édito un peu subjectif, un entretien un peu musclé, on va leur ressortir cette affaire. Ça, on leur a collé le chardon, quoi. Ça pique un peu un chardon, c'est pas très agréable. Donc, ils vont faire le dos rond, on va passer à autre chose, mais ça reviendra. On reste avec vous encore quelques minutes, Arthur de Vatrigan, puis nous accueillerons Thierry Mariani. J'annonce quand même la suite aux auditeurs. Donc Thierry Mariani qui nous rejoindra pour sa chronique et pour continuer à discuter de cette affaire avec nous. Et puis, vous le savez, le lundi, nous retrouverons ensuite vers 9h Régis Le Sommier pour son analyse géopolitique. Donc, soyez avec nous au moins jusqu'à 9h, chers auditeurs. On poursuit avec vous, Arthur de Vatrigan. On sait donc qu'il y a ce fusible, effectivement, avec cette suspension provisoire de Thomas Legrand, cette façon qu'on a de vouloir protéger encore un petit peu Patrick Cohen. Est-ce que vous attendez une réaction de la part des Français? En ont-ils une à leur disposition? Ou est-ce que, au-delà de l'émotion, malheureusement, on va être une fois de plus condamné à être spectateur de leur cirque? C'est une bonne question. Moi, mon rôle s'arrête là. Mon rôle, c'est de diffuser des informations, d'analyser. Voilà, je vais pas faire des pétitions, je vais pas réclamer des sanctions, je vais pas voir si on peut envisager des plaintes ou parce que bon, quand on utilise des fonds publics 4 milliards pour faire une stratégie politique et faire une petite conspiration, il y a peut-être des trucs juridiques à chercher, mais c'est pas mon boulot. En revanche, là, ce qu'on a, c'est que les Français ont une preuve, une image, des images, des sons et un plan de bataille qui montre clairement une connivence, plus qu'une connivence, entre des éditorialistes et des journalistes du service public, télé et radio, et des responsables politiques. Donc après, chacun dans son domaine peut utiliser toutes ces données-là, et je suis prêt à leur transmettre tout ce qu'il faut, s'ils souhaitent engager des actions, mener, je sais pas, entreprendre, s'ils ont des idées pour essayer que ça n'en reste pas là, parce qu'en effet, personne veut que ça s'arrête, qu'on arrête l'affaire maintenant. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut privatiser le service public, est-ce qu'il faut le réformer, voilà, et le but, c'est qu'il faut que quelque chose change. On peut pas rester comme ça. Claude Cholet le disait, la confiance dans les médias est en chute libre. J'avais vu, il y a un baromètre qui est publié tous les ans depuis 87, je crois que c'est La Croix qui doit le publier. Et les chiffres, le baromètre de cette année, donc c'est-à-dire 2024, on disait que seulement 32% des Français avaient confiance dans les médias. 8 points de moins que 2023. Et si vous prenez un chiffre, c'est exactement le même chiffre que la confiance des Français dans la justice. Bon, c'est pas très rassurant. Donc il y a un boulot à faire parce que la presse doit être un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement qu'une presse est le pouvoir. Et donc, les choses ne sont pas à la bonne place. Et si on a une crise de régime, si on a une crise de la démocratie, si on a une crise de confiance dans le politique, c'est aussi parce que la presse ne joue pas ce rôle-là. On pourrait vous expliquer, Arthur de Vatrigan, que vous aussi, vous êtes un journaliste engagé après tout. Vous aussi, vous avez vos opinions politiques. Quelle est la différence avec Patrick Cohen et Thomas Legrand? Alors Thomas Legrand, c'est un journaliste engagé. On le sait, il écrit dans Libé des éditos toute la journée contre les fachos et pour la gauche. Donc ça, on le sait, il s'en cache pas. Cohen, c'est le prince de la neutralité, quoi. Il l'affirme, il donne des leçons de morale toute la journée. Et le problème de Radio France, c'est qu'ils se drapent dans la neutralité et l'objectivité. Parce qu'on dit qu'ils ont un devoir de neutralité. En fait, c'est pas vrai. Ils n'ont pas un devoir de neutralité, sauf à croire qu'on peut être neutre. Je ne crois pas à l'objectivité. D'ailleurs, on a vu ce débat ici, je me souviens, avec Pierre-Alexandre Bouclet et Richard de Sèze. Et c'est même eux qui m'ont poussé à réfléchir un peu plus sur le sujet.
Et donc, forcément, quand on sort des débats qui sont toujours passionnants avec eux, bah, on réfléchit. Et donc, ça tombait bien parce que c'est le sujet un peu, c'est un autre sujet. Et donc, mon analyse, je pense, c'est il n'y a pas de neutralité journalistique, il n'y a pas d'objectivité journalistique. En revanche, il y a une subjectivité honnête. Mm. Parce que on est à 3 dans une pièce, là. Je vous demande de décrire Franck qui est derrière. On va pas voir tous les 3 les mêmes mots pour le décrire. Ça veut pas dire qu'on ment, c'est-à-dire qu'on a une subjectivité. Et les personnes qui nous écoutent, ouais, mais il a pas beaucoup de cheveux. Ouais. Et puis vous dire, si, il a des cheveux, bon. Et les cheveux, mais autour du menton. Les personnes qui nous écoutent vont pas analyser de la même manière la sémantique qu'on utilise. Donc vous avez déjà des prismes, donc on peut pas dire, non, il n'y a pas la vérité. En revanche, le rôle du service public et le rôle de la presse, c'est de confronter ces subjectivités honnêtes qui vont donner une vue d'ensemble, qui vont donner un début de vérité. Et c'est le rôle de la radio publique, c'est de confronter les subjectivités. Moi, je ne veux pas privatiser la radio publique et France Télévisions. Je pense que j'ai pas envie que tout soit aux mains du privé, ça me dérange. En revanche, je veux pas que ça soit aux mains des gauchistes. Mais je pense que s'il y a des Thomas Legrand, s'il y a des Liselotte, s'il y a plein de journalistes qui ont des opinions qui s'en cachent pas, mais qui font un boulot, c'est-à-dire une analyse de faits, une hiérarchie des informations, une vérification, c'est pas grave qu'ils aient des opinions. Mais le but, c'est qu'il y ait une pluralité d'opinions, pas une neutralité. Concernant le rôle de l'Arcom, on sait que donc Anne Sicard a choisi, elle, de saisir l'Arcom. Est-ce que vous espérez effectivement une prise de position, une intervention de l'Arcom sur ce sujet ? Moi, j'espère rien de l'Arcom, j'ai jamais rien espéré de l'Arcom. Et je sais ce qu'ils vont dire, c'était pas dans le cas d'une radio, donc ça relève pas de notre travail. Voilà. Bah, pourtant, des exemples, je vous invite à écouter la première réaction d'Olivier Faure sur France 3 hier, peut-être le journal de 18h, les questions que le journaliste pose. C'est même plus un passe-plat, quoi. C'est le groom qui nettoie les chaussures, c'est effrayant. Ça, l'Arcom pourrait s'en saisir, par exemple. Ils vont dire sur l'affaire Le Grand Cohen, c'est pas diffusé à la télé, c'est pas diffusé à la radio, donc ça ne relève pas de nos compétences. Finalement, effectivement, on est face à des gens qui ont l'habitude de se servir d'une justice qui, on peut le dire, est souvent complaisante. On a fait énormément d'émissions sur ce deux poids, deux mesures, et y compris dans la façon dont la justice pouvait intervenir dans le milieu de la presse. On est face à des gens qui ont tellement l'habitude de devoir juste demander ce qui va être toléré ou non par un juge, qu'ils se sont désintéressés de la façon dont les Français pouvaient les juger en dehors d'un tribunal. On a cette justice-là aussi qui sort des cours, qui sort des réunions de magistrats, et ça, ils ne s'en sont peut-être pas assez méfiés finalement. Oui, mais comme les journalistes du service public. En fait, ce sont des gens qui ils sont au service des Français. Les institutions publiques sont au service des Français. Ils sont pour que la France tourne, donc voilà. Le problème, c'est que alors pas tous, évidemment, mais aussi bien dans la justice, en tout cas dans ceux qu'on entend, dans la justice comme dans la presse, ce sont des gens qui ne sont pas au service des Français, qui sont au service de leurs opinions, qui sont minoritaires, et donc qui ostracisent une majorité des Français. C'est ça qui est honteux. C'est toujours le même problème, quoi. Et à force de vouloir mettre ça sous le tapis, la colère ne fait que monter. Et plus la colère monte, tu te dis, ils disent, regardez, c'est du complotisme, alimenté par l'extrême droite, tout ça. Mais sauf qu'un jour, ça va vraiment péter, quoi. Il y a un système ne peut pas marcher sans organisation. Une organisation démocratique, une organisation mafieuse, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une organisation. Voilà. Merci Arthur de Vatrigan déjà d'avoir partagé ces fichiers, parce que vous le disiez, vous allez probablement subir un procès, donc on suivra bien évidemment avec vous, mais comme vous le disiez, c'est d'intérêt général et on est content aussi d'avoir eu accès à ces images. Vous restez avec nous. Avant cela, une petite pause avec la chronique de Thierry Mariani, et puis ensuite nous finirons d'en discuter tous les trois. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, Thierry Mariani, on reprend immédiatement avec vous, parce que vous avez entendu au moins une partie de l'intervention d'Arthur de Vatrigan, qui nous expliquait dans quel cadre il a pu récupérer ces vidéos, qu'il ne s'agissait pas de traque ou de complot d'extrême droite, comme la gauche l'explique. Puis on a parlé ensuite de tout ce que ces vidéos révélaient. Votre avis, votre réaction, Thierry Mariani ? Non, d'abord, merci de l'avoir dévoilé. J'écoutais... Monsieur Cohen qui désormais menace tous ceux qui pourraient reprendre ça sur
les réseaux sociaux. Alors moi, je l'ai fait d'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs à le reprendre sur leurs réseaux sociaux parce que tout ça est qu'une menace en l'air. Et puis, pour que ça révèle en réalité beaucoup de choses. Voilà, des personnes qui parlent très fort dans un bar comme s'ils étaient les maîtres du monde, en ne se cachant pas, et puis pris la parole dans le sac. Qui essayent désormais de se défendre en disant mais on a le droit de faire ce qu'on veut. Oui, sauf qu'ils sont dans le service public. Voilà. Moi, j'ai jamais eu une grande sympathie pour Léa Salamé, qui, je pense, fait partie à peu près de la même engeance intellectuelle. Et puis, en plus, ses proximités avec un homme politique que vous connaissez font que, normalement, dans le passé, quand on avait une telle proximité, on se retirait des commentaires. Mais désormais, elle travaille à TF1. Si TF1 a envie de l'embaucher, c'est son problème, c'est une télé privée. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ces deux personnes qui donnent des leçons à la terre entière depuis des années sont payées par nos impôts. Voilà. Et moi, j'attends du service public, non pas une neutralité, mais quand même une certaine impartialité. Or là, qu'est-ce que j'apprends grâce à ce qui a été divulgué par l'Incorrect ? Et c'est tout simplement qu'il y avait une sorte de contrat sur Rachida Dati, si vous permettez. J'ai aucune sympathie particulière pour Rachida Dati. En plus, on sera adversaire probablement au municipal. Mais voilà, quand ces gens de médias se permettent de dire qu'il faut régler son compte à Rachida Dati, on se demande qui sera le prochain. Donc, c'est totalement inadmissible. Et les menaces de M. Cohen sont déplacées. Une parenthèse... Mathilde Androuet l'a révélé sur son compte Twitter, on s'apprête à faire la même chose au Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen a un texte dans les tuyaux où on n'aurait plus le droit de filmer dans l'hémicycle ou d'enregistrer dans l'hémicycle. Vous comprenez, il y a des choses qui sont vraiment choquantes. C'est pire que la pornographie. Est-ce que vous vous souvenez de ces images de Madame Aubry embrassant von der Leyen après le vote, etc. Et puis merde, elle était filmée. Elle était filmée, voilà, parce que chacun en a nos téléphones. Donc ça, il ne faut plus qu'on le voit. Voilà, et cette démocratie qui veut à tout prix être transparente, eh bien finalement, la transparence s'arrête que si on partage les idées de la majorité. Oui, ça leur réussit pas spécialement quand transparence il y a. Thierry Mariani, Arthur de Vatrigan nous expliquait qu'effectivement, lui n'était pas spécialement pour une privatisation du service public. Il y a certaines personnalités, ou en tout cas réactions sur les réseaux sociaux notamment, de gens qui, au contraire, eux, l'appellent de leur vœu. Vous, en tant qu'élu politique, comment est-ce que vous pourriez répondre à ce genre de dérive ? Est-ce qu'il faudrait encore plus de régulation, encore plus de lois ? Est-ce qu'il faudrait revoir le système ? Voilà, comment est-ce que vous pourriez résoudre ce problème ? Je n'ai pas de solution miracle. Moi, je pense qu'il faut privatiser une grande partie du secteur public, mais pas tout. Voilà, c'est tout. Je vais peut-être vous choquer certains de vos auditeurs, mais je trouve qu'il y a des émissions remarquables et qui ne seraient pas ailleurs sur France Culture. Qu'il y a des émissions remarquables sur Arte. Moi, je passe dans les trains, je regarde la plateforme Arte, où il y a le meilleur et le pire, mais il y a d'excellents documentaires. J'ai envie de dire, surtout quand ils sont faits des fois par les Allemands, parce qu'il y a une certaine neutralité, beaucoup plus. Donc, le service public, c'est quoi ? Par exemple, France Inter, ou la 5, puisque les deux personnes dont on a parlé... expliquez-moi la plus-value de France Inter ou de la 5 par rapport à des chaînes généralistes. Je ne la vois pas. Pour moi, c'est l'exemple type de ce qu'on peut privatiser. Par contre, RFI, qui est un service international, s'il était un peu plus neutre, je pense qu'il faut garder. Je pense qu'il faut garder France Culture. Je pense qu'il faut garder France Musique, c'est parce qu'il coûte le plus cher. Et allez, peut-être Arte. Et puis voilà, après, le reste, on peut s'en passer. On doit garder dans le service public ce que le privé ne peut pas faire. Voilà. Il y a des chaînes privées qui sont généralistes. France 2, par exemple, qu'est-ce que ça amène de plus que TF1 ? Voilà. Arthur de Vatrigan, vous partagez le... Oui, en grande partie. La droite, on a un réflexe, c'est quand on n'aime pas ou quand ça ne marche pas, on enlève. Non. Est-ce que l'idée est bonne au départ ou pas ? C'est la question qu'on se pose. Oui, pour moi, elle était bonne. Et oui, elle a été prise en otage. Donc, j'élimine les preneurs d'otages et je libère. Parce que vous parlez de Arte, c'est très juste. Il y a des séries exceptionnelles aussi. Sur France Télévisions, il y a des documentaires de très bonne qualité. Sur France Culture, vous l'avez parlé, par exemple, l'émission de réplique d'Alain Finkielkraut. C'est une superbe émission et malheureusement, je pense qu'elle n'existerait pas ailleurs parce que les chaînes privées, il y a une logique aussi de marché. C'est comme ça. Il y a une logique de rentabilité, il y a une logique de recette, que ce soit une recette publicitaire, donc il faut plaire aux annonceurs, ou alors c'est une logique de marché, il faut qu'il y ait un maximum de monde.
Eh ben, les annonceurs ne vont pas forcément dans l'intérêt public. Le maximum de monde, bah, moi, je prends l'exemple du cinéma, par exemple. Ouais. Bon, si moi, par exemple, on me dit il faut supprimer le CNC. Moi, je ne veux pas supprimer le CNC, je veux virer les types qui sont dedans. Parce que si vous supprimez le CNC, vous aurez que des films comme Les Tuches. Bon, bah, pardon, moi, ça me saoule d'avoir Les Tuches tous les mercredis. Parce que ça cartonne. Mais oui, mais on peut faire autre chose, en fait. Il n'y a pas que. Le marché, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et je rajoute quelque chose, on parle souvent de comment. Alors là, c'est. Bon, je pense que c'est trop tard, mais imaginons, on dit on peut faire de l'assimilation en France. Comment on assimile les gens, comment on réassimile même des Français, comment on sert la France. Bah, pour moi, le service public devrait servir à ça, à créer du contenu, de la production au service de la France. Le problème, c'est qu'ils font l'inverse. Ils créent du contenu et ils produisent des choses qui sont contre la France. Donc forcément, ça ne marche pas. Mais on devrait faire ça. Il y a des émissions d'histoire, des séries historiques, mais parce il y a des gens de qualité, il y a des vrais artisans là-bas, que ce soit dans la technique, que ce soit dans la création. Ils ont des moyens, 4 milliards. Bon, peut-être qu'on peut diminuer un peu, mais avec ça, on peut faire quand même des produits de très très bonne qualité et qui soient au service et de la France et des Français. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une fatalité quand on a ce genre d'outils pour atteindre justement et communiquer avec les masses? Est-ce que c'est pas une fatalité que ça devienne tôt ou tard une façon pour les hommes et les personnalités politiques en place de faire circuler leurs idées au-delà justement de la déontologie? Alors, en ce cas-là, on va enlever la démocratie. Parce que le principe de la démocratie, c'est le vote. Et moi, ça me déplaît pas. Hein. J'ai jamais Je été sais. vraiment convaincu par la démocratie. Je dis pas que j'ai d'autres régimes à proposer, mais le principe de la démocratie, c'est de plaire au plus grand nombre. Ouais. On est d'accord. Donc le principe de plaire au plus grand nombre, forcément, on a des pulsions qui sont pas super cool qui viennent parce que voilà, il faut dire ce que les gens veulent entendre. Bon, parfois les gens se trompent, parfois les gens veulent pas entendre ça, et puis parfois on dit des choses pour qu'ils entendent, mais que nous on pense pas. Mm. Bon, c'est toujours le principe. Sauf si vous pensez que la démocratie est pure, que l'homme n'est pas atteint par le péché originel, il y aura toujours des dévoiements. Thierry Mariani, même question sur cette façon dont, de toute façon, le monde politique utilisera les médias. Est-ce que on n'est pas face à un problème insoluble où ça finira tôt ou tard de toute façon par être un pur outil? Non, écoutez, je pense que les médias ont vocation par moment à organiser le débat, à diffuser des opinions divergentes. Voilà, mais heureusement, on n'est pas en campagne électorale 12 mois sur 12. Ce que je regrette, c'est qu'en réalité, l'orientation de ces médias d'État, puisqu'on parle en réalité est quand même essentiellement d'un côté. Je vais vous citer une anecdote. Vous savez, je vais aller tout cet après-midi à Strasbourg. De nos bureaux, je parle du groupe du Rassemblement national, qu'est-ce qu'on a? On a la vue sur Arte, qui est de l'autre côté du quartier à Strasbourg. L'année dernière, avant les élections, on a demandé à visiter Arte pour rencontrer les journalistes, etc. Alors là, gros malaise. Comment le Rassemblement national demandait à rencontrer Arte, etc. Je tiens à votre disposition, et si quelqu'un en a un doute, le mail. On n'accepte pas les groupes politiques. Voilà. Et donc, en réalité, les députés du Rassemblement national n'ont pas pu visiter Arte et discuter parce qu'on voulait rencontrer. Et en plus, on n'était pas forcément hostile. C'est ce qu'ils comprennent même pas, ces imbéciles, par moment. On n'était pas hostile. Voilà. Et donc, ça illustre pour moi, ah mon Dieu, le Rassemblement national, il faut pas, on est dangereux. Non, je suis d'accord. Il y a une place pour le marché et il y a des choses que le marché n'assurera pas. Je défends aussi, par exemple, RFI. Mais ce qui me gêne dans RFI, dans certaines chroniques, on dit RFI, c'est la voix de la France. Sauf que dans ce cas-là, il faut une voix de la France positive. Moi, j'ai pas envie qu'on paye des journalistes pour expliquer aux Africains qu'on est des salauds, qu'on a massacré les gens et tout. C'est peut-être vrai, mais l'argent public, on va pas l'utiliser par masochisme pour salir la France. Voilà. Et donc, ce que j'attends aussi d'un service public, justement, c'est qu'il donne, quand il a en charge d'émettre à l'étranger, une image plutôt positive de notre pays. Voilà, c'est pas du tout le cas, parce qu'en réalité, on dit c'est la voix de la France. Non, en réalité, c'est la voix des journalistes qui se font plaisir. Et le sport national, dans certaines chroniques, c'est de taper sur notre pays qui les paye en même temps. Et concernant le rôle de l'Arcom, Arthur de Vatrigan nous disait qu'il n'en attendait pas grand-chose. On peut le comprendre. Est-ce que vous pensez que l'Arcom devrait intervenir dans ce genre d'affaires, Thierry Mariani?
Non, je pense qu'ils sont incompétents. Enfin, je veux dire que c'est pas qu'ils le feront jamais. On a des dérives totales désormais où, bon, je vais pas rentrer sur l'interdiction d'une chaîne, mais sur certaines personnes qui sont intervenues désormais suite à un certain nombre de signalements, il faut expliquer quand ils interviennent qu'ils sont membres de telle association ou telle association. Mais là aussi, c'est toujours que pour certains membres, je ne vais pas citer le nom, mais quelqu'un que vous connaissez et qui intervenait souvent sur une télé, l'ARCOM a reçu une dizaine de lettres en disant il faut signaler qu'il est membre du dialogue franco-russe. Parce que franchement, c'est 2 réunions par an. Hein. Et donc désormais la chaîne devait dire attention, il est membre du dialogue franco-russe. S'il avait été membre de SOS Racisme, je pense qu'il n'y avait aucun signalement. Voilà, donc j'en attends plus grand-chose. Je pense que c'est le drame de la France, c'est dès qu'on a fait une instance, celle-ci, pour justifier son existence, dérive de ses compétences. Dans le programme du Rassemblement national, il a supprimé une grande partie de ces instances. Quel que soit le nouveau gouvernement, je pense qu'il faudra le faire. Et sur la réaction des Français, encore une fois, Arthur de Vatrigan nous disait que lui, il avait rempli son rôle, il avait partagé ce qu'il avait appris, dans un premier temps sous forme de papier, puis preuve à l'appui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Français doivent se manifester autrement que simplement sur les réseaux sociaux, en expliquant qu'effectivement, ça les choque et que c'est un scandale? Alors, j'ai cru comprendre qu'il reprenait l'antenne aujourd'hui. Il a repris l'antenne, il a fait un édito ce matin à 7h45 pour parler de l'après-Bayrou et pas du tout de ce qu'il concerne. Donc la stratégie est claire, on fait le dos. Cohen. Oui, mais ce petit monde se coopte, se protège, cohabite, dîne en ville le soir et tout. Voilà, c'est l'illustration. Ces 2 personnes ont perdu pour moi toute crédibilité. Voilà, je veux dire, toute crédibilité politique. Si demain ils passent dans le privé, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais ils ne sont pas aptes à représenter le service public. Ils sont aptes à représenter le service politique de leurs idées. Voilà. Je sais que personnellement, je ne suis pas allé souvent chez Patrick Cohen, mais bon, de toute façon, maintenant, je pense que ce que devraient faire tous les responsables politiques qui ne partagent pas leurs idées, c'est les boycotter tout simplement. Voilà. Ces gens-là ne sont plus aptes à dire « je représente le service public ». Ils sont au service de leurs idées, au service de leurs petits complots. C'est leur droit, mais qu'ils se fassent payer ailleurs. Il y a encore beaucoup de personnalités politiques qui sont moins émues, moins timides à l'idée de se retrouver au micro d'un Patrick Cohen ou d'une Léa Salamé que de se retrouver, par exemple, au micro de Radio Courtoisie. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Léa Salamé, je répète, une fois de plus, je n'ai pas une grande sympathie pour elle, mais désormais, elle est à TF1. Ouais. Voilà, c'est le privé. Point final, le privé embauche qui il veut. Et puis elle sera sanctionnée par ou popularisée. Elle est à France 2. À France 2. Elle est en France 2. Alors mon raisonnement ne tient pas. Alors excusez-moi, alors là, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je trouve ça choquant, je l'avais dit. Je me souviens d'une autre époque où la campagne de Thierry Breton, je cherche le nom de... C'est Anne Sinclair qui n'était pas sortie. Non, Anne Sinclair, mais... j'ai un trou de mémoire. La campagne d'un politique, Jean-Louis Borloo. Voilà, c'était la campagne de Jean-Louis Borloo qui avait dû quitter l'antenne parce qu'elle était proche de Jean-Louis Borloo. Voilà, vous voyez, donc il faut que je révise. Je regarde de moins en moins la télé, j'avoue, parce que ce que j'ai vu grâce à l'incorrect m'a incité encore moins à la regarder d'habitude. Donc j'avais tout faux, j'étais persuadé que c'était sur TF1. Oh, mais c'est vrai que cette nouvelle perte de crédibilité, Arthur de Vatrigan, ça va venir renforcer la position et le rôle des médias alternatifs, donc comme l'Incorrect, comme Radio Courtoisie. On a encore de la difficulté à recevoir certaines personnalités politiques. Aujourd'hui, on s'affiche une fois de plus comme étant les médias qui offrent un terrain... en tout cas franc à leurs auditeurs et puis honnête vis-à-vis des Français. Oui, c'est ça, une subjectivité honnête qui manque à France Inter, bien évidemment. On a parlé de l'ARCOM, on a parlé de toutes ces instances. Il y en a une qui a fait le boulot, c'est Rachida Dati. Parce que, elle a été attaquée à titre personnel, donc elle réagit. Mais je suis même pas sûr qu'on est devant de l'ARCOM, elle est la ministre de la Culture, donc ministre de tutelle de Radio France. Elle a réagi, elle a demandé à la patronne de prendre des dispositions. Donc elle a fait son boulot, elle. Franchement, l'ARCOM sur le service public, déjà sur le service privé, j'ai des doutes. Sur le service public, j'en vois encore moins. Il y a un ministre, c'est à elle de suivre l'affaire. Et en plus, comme elle a attaqué personnellement et que c'est Rachida Dati, quand on attaque Rachida Dati, on sait qu'après, c'est plus compliqué de s'enlever Rachida Dati du dos que les crocs d'un bulldog dans la cuisse. Donc, je souhaite beaucoup de courage à Patrick Cohen.
Voilà, on va terminer sur ces mots. Merci Thierry Mariani pour votre chronique et puis pour cette fin de discussion. Arthur de Vatrigan, merci d'avoir été avec nous ce matin et merci pour votre travail. C'est Merci à vous. très sincère. On vous retrouve Arthur de Vatrigan de toute façon cette semaine pour votre chronique. Thierry Mariani, à lundi prochain.